fait maintenant plusieurs fois que je suis allé à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. La première fois que je me suis rendu, je ne m'en revenais pas de la différence entre ce que nous montre le média et ce que mes yeux ont vu. C'était une très grande révolution pour moi. Voilà pourquoi je me tenais vraiment à mettre en valeur tout ce que j'avais vu de cette province du Haut-Katanga. Mais j'étais débuté à un problème connu de tous, qu'il est impossible de filmer dans la rue sans avoir un document d'autorisation. Et moi, je n'avais aucun document qui m'autorisait à le faire. Mais j'avais la passion de montrer vraiment tout ce que j'avais vu de cette province. N'ayant aucune maîtrise du coin, j'ai craigné de faire des photos ni même de filmer, de peur de me faire arrêter. Pour ma part, je considère que l'interdiction de filmer dans les rues est un grand problème qui bloque la promotion de notre pays et même du continent africain. Malgré toutes les difficultés rencontrées, cela ne m'a pas empêché de réaliser ce que je pensais de cette province du Haut-Katanga. Quelques mois après, j'ai pu essayer d'obtenir les autorisations qui me permettent de filmer tranquillement dans les rues. J'ai sollicité Herman Kambala pour réaliser ces projets. Nous avons pris l'avion direction Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Welcome to Lubumbashi, welcome au Katanga. Nous sommes arrivés au Katanga. Nous avons prévu plein de choses à faire. Donc restez connectés, on va vous montrer tout ce qui se passe ici au Katanga. Les endroits incroyables qu'on a prévu de faire. Donc restez toujours là. Les gars, vous savez ce que j'ai remarqué ici? Quand tu descends juste de l'avion, tu vas te rendre compte que tu es à Goma, mais tu es à Lubumbashi au Katanga. Donc il y a une fraîcheur incroyable. Il fait frais, en fait. Lors de notre arrivée, nous avons remarqué que le riz de Lubumbashi était sèche. Nous avons appris qu'il y avait couvre-feu dans toute l'étendue de la province du Haut-Katanga à partir de 22h, pendant la période dont nous étions passés pour faire notre documentaire. Bienvenue dans la province du Haut-Katanga, l'une des provinces minières de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas cette province, la province du Haut-Katanga se situe dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, entièrement dans l'hémisphère austral. La province du Haut-Katanga occupe la deuxième position parmi les provinces du pays par sa superficie. La plus grande province étant la province orientale. Elle a comme chef-lieu Lubumbashi. Le Katanga a été jusqu'en 2015 une province la plus méridionale de la République démocratique du Congo. Sa superficie est de 497 000 km², soit environ la taille de l'Espagne. La province renferme des très importants gisements de cobalt, cuivre, fer, radium, uranium et diamant. Si en 2015 le Katanga est divisé en 4 nouvelles provinces, Tanganyika, Olomami, Lualaba et Haut-Katanga. Sous la colonisation belge, à partir de 1840, les ressources minières furent intensement exploitées par des entreprises européennes dont de nombreuses belges, essentiellement l'Union minière du Haut-Katanga. Comme les traits noirs avaient dépeuplé, l'administration coloniale amena des dizaines de milliers de Luba, du Nord Katanga ou du Kasaï, d'Angolais, des Rhodésiens, des Rwandais comme travailleurs pour les mines. Avec la construction du chemin de fer BCK, reliant la province jusqu'à Port-Franqui, le Haut-Katanga connut un développement spécifique et devint un gros pilier de l'économie congolaise. Après notre arrivée dans la ville de Lubumbashi, nous avons décidé d'aller directement à la découverte du parc national des Kondelungu, qui est non loin de la ville de Lubumbashi, à 4 heures de Lubumbashi.
Avant notre départ, nous sommes allés acheter tout ce qui pouvait nous aider à tenir pendant notre séjour au parc parce qu'il n'y a rien que l'on pouvait acheter au parc. Pas de connexion internet, ni nourriture, ni d'électricité. La seule chose qui s'y trouve sont des animaux et plusieurs activités avec un paysage époustouflant. Comment ça fait? C'est ça? Là, c'est le début de l'aventure. On va au parc national du Kundelungu. Allez, let's go! Avant de continuer notre route au parc, le chauffeur nous a proposé de visiter un lac qui s'est trouvé à quelques mètres du parc. Comme nous aimons la découverte, nous sommes allés visiter ces lacs et nous avons profité de faire quelques plans de drone. Après 5 heures de route, nous sommes arrivés à l'extraordinaire Parc national des Kundelungu. Pour ceux qui se demandent un peu sur ce parc national des Kundelungu, il est situé dans la province du Haut-Katanga à une superficie de 7600 km. Le parc se présente une succession de hauts plateaux et collines, des savanes échelonnées entre 1200 et 1700 mètres d'altitude avec plusieurs espèces d'animaux que vous pouvez trouver dans le parc. À notre arrivée au parc, nous avons décidé d'aller visiter directement la chute de Mansasa et puis celle de Lushupuka. Salut les gars, j'espère que vous allez bien de votre côté. Nous sommes au parc national des Kundelungu et nous allons visiter, je vais vous faire visiter plusieurs sites que nous avons vus. Donc on a vu vraiment plein de choses et alors je vous laisse vraiment découvrir vous-même à quoi ressemble le parc national des Kundelungu. C'est parti! Le parc est à 5 heures de la ville de Lubumbashi. Ce qui est impressionnant dans ces parcs des Kundelungu, c'est qu'il y a une biodiversité incroyable. Ici, présentement, nous sommes à la chute de Masansa, au parc national de Kundelungu. C'est à 20 km de la station de Katui. Maintenant, le parc national de Kundelungu est situé à 180 km de Lubumbashi. Et c'est fut créé en 1970. Il a au moins 760 000 hectares. Elle comprend deux parties, la partie intégrale et la zone annexe. Les gars, là, on va maintenant voir la chute en réalité. Là on descend là-dessus pour vraiment admirer et voir à quel point que la chute est grande. Donc, on va essayer de voir et tout ce qui se passe en dessous. Donc, on était juste là, juste à côté là. Et là, maintenant, on prend la route pour descendre jusqu'en bas et voir à quel point parce qu'ici, c'est vraiment un endroit
conservé pour les animaux et vraiment tout est naturel ici et c'est incroyable. Donc je vous invite aussi de visiter, n'oubliez pas. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner déjà parce qu'il y a des aventures qui viennent de temps en temps. On va publier, on va vous faire découvrir le Congo en entièreté et Afrique en général. Donc c'est parti. Les gars, nous sommes au parc national de Kundelungu. Il fait très très froid. Et il y a à côté de moi quelqu'un qui se lave. On se demande comment il fait pour se laver avec ces niveaux de froid. Et nous on n'arrive pas. C'est aussi l'aventure. Chacun s'habitue de sa région. Nous on ne s'habitue pas parce qu'on n'est pas habitué de ce climat. Et on a plus de 3 tenues donc. Pendant notre visite dans le parc national de Kundelungu, nous avons remarqué qu'il y a la disparition de plusieurs animaux. Les guides nous expliquaient lors de la première guerre du Congo, en 1997, à l'entrée de l'âge fidèle du président Laurent-Désiré Kabila, les soldats du feu président Mobutu s'étaient enfouis au parc et ont tué plusieurs animaux qui étaient sur la plane. Et il y a eu une forte braconnage. Cela a poussé les éléphants à fuir le parc pour se réfugier en Zambie jusqu'à ces jours. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle journée commence. Là, on va visiter la chute la plus longue de l'Afrique, disons. C'est la chute de Lofoyi. On vient de faire maximum 1h30 en route. Le parc national de Kundelungu a plusieurs activités et plusieurs sites que vous pouvez découvrir et doit sa renommée au site de Lofoyi, considéré comme le plus haut d'Afrique et le deuxième au monde avec 384 mètres de hauteur et un jet continu d'eau de 347 mètres. Waouh! Précisément, nous sommes à la chute de Lofoyi, qui est située à 66 km de la station de Katwe. Et là, au moins un jet de 384 mètres de hauteur. Et là, on prend
la route pour rentrer là où on était dormi et voir d'autres chutes peut-être. Parce que là, on a un trajet de plus de 2h ou 1h30. On va encore visiter une autre chute. Parce qu'ici, il y a plusieurs chutes, il y a au moins 12 chutes. Mais nous, on a eu la grâce de visiter que 3 chutes. Donc ça, c'est notre deuxième chute qu'on vient de visiter. Là, on va maintenant aller pour la troisième chute. Les trajets étaient tellement longs qu'on s'est rendu compte que visiter la troisième chute ne serait pas possible. Je réponds au nom de Kaboja Ngeleka Wycliffe. Je suis conservateur assistant et chef de site adjoint du Parc national de Kundelungu. Nous nous sommes là pour la protection des faunes et flores. C'est un milieu naturel, vu la potentialité et les espèces qui égorgent ces milieux. C'est ainsi le chef de l'État, le président Mobutu, avait jugé bon de créer une réserve qui est aujourd'hui le Parc national de Kundelungu, avec des esprits pour créer ces parcs, la protection des écosystèmes et les espèces exceptionnelles qu'il égorge. Les guépards, c'est un animal rare ici en RDC. Il y a aussi les lions, il y a les éléphants, il y a les hippopotames, etc. C'est avec cet esprit-là qui a causé que l'on puisse protéger cette espèce exceptionnelle. Et puis, ce parc a une potentialité touristique avec ces chutes merveilleuses, telles que la chute de Lofoyi, avec une hauteur de 380 mètres. Il y a la chute de Mansansa, ainsi que la chute de Luchipuka. Je m'appelle Amoudi Kanafer, je suis né et j'ai grandi ici à Lubumbashi. J'ai eu la chance de vivre toute mon enfance ici au Congo, avant d'aller étudier à l'étranger. J'ai fini en intelligence artificielle il y a 2 ans, avant de revenir à Lubumbashi, qui était ma ville natale. Pour l'instant, je suis entrepreneur et j'ai différents rôles dans différentes entreprises familiales. Donc je suis directeur des ventes dans une des compagnies, aussi je m'assure de tout ce qui est qualité. Et je suis aussi le fondateur de Kahawa Congo Coffee, que nous avons créé il y a 1 an de cela. Bien sûr, c'est très possible d'entreprendre au Katanga. Je pense que Kahawa est un des meilleurs exemples de cet entrepreneuriat qui est né pendant les derniers mois ici au Katanga. Et je pense que c'est un exemple de ce que les jeunes peuvent faire. Pourquoi? Parce que Kahawa, c'est une équipe de 60 personnes avec une moyenne d'âge de 22 ans et 60% de femmes aussi. Donc c'est vraiment une équipe relativement très jeune qui a appris à faire beaucoup de très belles choses en un laps de temps très court. Et je pense que c'est très possible d'entreprendre. C'est un exemple parfait de l'entrepreneuriat qui est possible ici au Katanga. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans différents secteurs, ce qui permet à beaucoup de jeunes d'avoir des idées et de le développer. Donc bien sûr, je pense que c'est vraiment possible. Et avec aussi toute la capacité et l'intellectualité des jeunes présentement, c'est un grand atout pour pouvoir développer quelque chose de bien, d'innovant ici au Katanga. Comme j'ai dit, Kahawa travaille dans le secteur du café. Donc nous amenons notre café du Kivu, nous faisons la torréfaction sur place ici à Lubumbashi. Et donc nous créons plein de nouvelles opportunités de produits dérivés congolais.
Donc je pense que mettre en avant toutes les richesses et les ressources que le Congo a est quelque chose de primordial que nous devons tous nous concentrer à faire maintenant afin de développer vraiment des industries locales qui sont assez fortes et qui puissent subvenir à tous nos besoins et pourquoi pas à l'export plus tard. Donc je pense que c'est un bel exemple de comment investir dans nos propres ressources ici au Congo et j'espère que tout le monde serait inspiré de le faire. Le meilleur conseil serait de vraiment commencer quelque part. En commençant avec Kawa par exemple, je donne un exemple personnel, on ne savait pas vraiment où on allait arriver. Après un an, on a 5 branches, 60 employés et plein d'opportunités créées. Je pense que ça n'aurait pas été possible si le premier pas n'a pas été pris. Il faut commencer quelque part d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas de la meilleure des façons. Mais je pense que le plus grand challenge est vraiment de faire le premier pas. Dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quel secteur, ça serait vraiment de faire ce premier pas qui lancerait toute la suite. J'ai 27 ans, je suis née, j'ai grandi à Lubumbashi, où je vis actuellement. J'étais partie un petit temps pour raison d'études. Donc de 2013 à 2019, j'étais en dehors du pays. Et je suis revenue en 2019, travaillé quelques mois dans une agence de communication. Et ensuite, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale. Et aujourd'hui, je suis fondatrice et gérante d'une entreprise qui s'appelle Kolkwen. Kolkwen, c'est un nom rond, ça veut dire chez vous. Et c'est une agence qui œuvre dans le marketing et aussi dans la promotion de l'art et de la culture en RDC, pour l'instant. Donc le milieu de l'art, pour moi, oui, il est en constante évolution. Déjà parce qu'au niveau global, donc au niveau du monde, c'est un milieu aussi qui évolue énormément. Pour moi, je parle pour mon domaine, hein, donc les arts visuels, je ne parle pas forcément de toutes les autres formes d'art, genre les arts de la scène, etc., qui je pense évoluent aussi, mais au niveau des arts visuels, déjà au niveau du monde, il y a cet intérêt pour l'art africain. Il y a quand même pas mal d'artistes congolais qui ont réussi à se faire un nom sur la scène étrangère et qui aujourd'hui reviennent, essaient de créer des initiatives localement. Donc clairement, à ce point de vue-là, oui, c'est en train d'évoluer. Ensuite, il y a quand même pas mal de centres culturels et d'initiatives dans ce style qui ouvrent là où avant, c'était plutôt des initiatives qui venaient de l'étranger, comme avec l'Institut français qui est toujours là d'ailleurs, avec la Wallonie, etc. Aujourd'hui, on voit aussi quand même des centres culturels ouverts par des Congolais, des plateformes aussi pour la vente d'œuvres d'art, notamment il y a un site auquel je pense que le fondateur est basé à Kinshasa, le site s'appelle Bandombe, qui vend de l'art. Donc c'est un milieu, on va dire, qui est en constante évolution, parce que je pense qu'on a compris qu'au niveau du monde, on a quelque chose à apporter. Le monde s'intéresse à l'art africain et aussi beaucoup à l'art congolais, même si c'est un terme très vague, l'art congolais, il y a beaucoup de sous-catégories entre guillemets, mais il y a quand même cet intérêt. Beaucoup l'ont compris et beaucoup essaient de lancer des initiatives pour permettre à ce secteur d'émerger. Derrière moi se trouve la place de l'identité katangaise, comme c'est écrit. Ça a été construit en 2015 suite au découpage des différentes provinces de la République, parce que le Katanga a été coupé en 4, pour ceux qui ne savent pas. Donc ici on est au Katanga, mais il y a aussi le Lualaba, le Tanganyika et le Haut-Lomami qui faisaient partie du Grand Katanga. Et donc l'idée derrière cette place, c'est de préserver cette unité entre ces différentes provinces malgré le découpage. Je suis passionnée d'art, j'aime beaucoup la peinture. Je pense que j'ai eu ça de mon père parce qu'il a beaucoup de tableaux, il adore les tableaux. Donc j'ai toujours été entourée de ça. Et des tableaux d'artistes congolais, hein, pas toujours, parce que c'est vrai que des fois on a dans des maisons des gens qui achètent dans les magasins des tableaux déjà faits, pas signés, etc. Non, lui il achète vraiment des œuvres d'artistes locaux. Je pense que c'est ça peut-être qui a éveillé cette passion, je sais pas trop. Et dans ma famille j'ai pas mal de gens assez créatifs, je suis moi-même assez créative. Il y a toujours eu ce désir de créer et ce constat que, c'est pas un constat que j'ai fait que ici, hein, même ailleurs, les créatifs ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur. On a vu ça même avec la pandémie, hein, que finalement tout ce qui était culturel et tout c'était considéré comme des choses pas nécessaires, alors que non, la culture elle est là tous les jours. Donc voilà, c'était ce constat qu'on a beaucoup de créatifs. Rien que ici, particulièrement au Katanga, on a beaucoup d'artistes
Mais quand on parle du Katanga, quelle est sa richesse? On pense tout de suite aux mines, etc. Enfin, l'ancien Katanga, on va dire, hein, vu que maintenant on a divisé les provinces. Donc voilà, il y a eu ce constat que les artistes n'étaient pas toujours appréciés à leur juste valeur, parfois délaissés. Et puis, on a parfois une image des artistes un peu comme si c'était des mendiants, alors que non, en fait, être artiste, c'est être aussi un entrepreneur. Et donc, moi, je voulais créer un modèle où l'artiste est autonomisé, où voilà, il y a quelqu'un qui l'accompagne dans sa carrière, mais pour ça, lui aussi, il doit faire l'effort de dépenser quelque chose, et aussi que les artistes, quand ils se présentent devant un client, que ce soit en particulier une entreprise, que la personne voit que voilà, l'artiste ne travaille pas seul, il n'est pas prêt à trop négocier ses prix, mais il y a un agent derrière qui l'accompagne, qui aide avec cette négociation, qui s'assure que contrat pour qu'il n'y ait pas d'abus, etc. Donc pour que les artistes soient un peu plus pris au sérieux et que pour qu'eux aussi puissent se prendre au sérieux. Après, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, c'est un modèle que j'ai vu quand je faisais mes études en Angleterre. Il y avait une agence anglaise mais fondée par une Française. Et c'était vraiment une agence qui existe toujours d'ailleurs, qui ne fait que ça, qui représente vraiment des artistes visuels, qui les accompagnent dans leur carrière. Et je me suis dit, au Congo, des artistes, c'est pas ça qui manque. Donc, pourquoi ne pas essayer de reproduire ce modèle ici en tenant bien sûr compte des réalités de notre pays. Je suis Blondine Kamou, je vis à Lubumbashi, je suis modèle photo influenceuse. Voilà. Ouais, je remarque qu'il y a de l'évolution, surtout à Lubumbashi. Il y a plus de gens qui veulent être maintenant sur les réseaux sociaux et là, ça nous donne un peu plus de visibilité car nous sommes un peu plus contactés qu'avant. Parce qu'avant, les gens s'en foutaient un peu des réseaux, surtout les parents. Mais maintenant, là, tu vas voir même des grandes personnes veulent être sur les réseaux. Les réseaux, ce n'est plus juste que l'amusement. Il y a maintenant des gens qui sont sur les réseaux avec des objectifs, dans le sens où tu t'es dit, là maintenant je suis sur les réseaux que pour faire ma pub, marketing, pour ma boutique, et qui cherchent des vues, des personnes, des investisseurs. Il ne faut pas se baser juste sur l'influence, il faut chercher autre chose parce que ce n'est pas chaque jour qu'on a des grands marchés. Plus tu évolues pour les parents et pour la communauté, c'est genre tu rates ta vie quoi. Plus à mesure tu évolues, tu te dénudes, tu n'as plus de vertu, je dirais ça. Et moi, je m'aimerais montrer à ma famille, à mon pays, qu'on peut devenir influenceuse avec des vertus et des valeurs à garder. On va vous faire visiter la gare de la SNCC de la place. Donc on va aller au bureau des entrepôts ainsi que les différents wagons qu'on va retrouver ici. On a créé l'association Jack, Jeunes Animaux Confisqués au Katanga, en 2006 pour mettre un terme au trafic des espèces protégées traversant la ville de Lubumbashi et en partance pour l'Afrique du Sud via la Zambie. Et donc on s'était beaucoup concentré sur le trafic de chimpanzés, parce qu'à Lubumbashi il y avait un trafic terrible. Mais ici, vous voyez que ce sont des singes, parce que fin 2021, il y a 3 Congolais avec un Malawite qui ont traversé illégalement la frontière en partance pour l'Afrique du Sud avec des singes à bord du camion. Et donc on a été contacté par des associations internationales, mais aussi par l'État congolais pour essayer de sauver ces animaux. Donc ça nous a pris 5 mois pour rapatrier ces animaux. Ils sont arrivés au Zimbabwe et arrivés au Zimbabwe, les autorités les ont confisqués parce qu'ils ont trouvé que ça sentait très mauvais dans le camion. Et il y avait déjà des singes qui étaient morts dans les boîtes, donc ils étaient dans des minuscules boîtes en partance pour la Chine, vraisemblablement. Et donc c'est la première fois qu'on ramène des animaux dans leur pays d'origine, la RDC. On a fait le plus grand rapatriement de l'histoire du continent africain pour des singes. On en a ramené 22. Donc ça a demandé, vous voyez ici, tout le concours de toutes ces associations dans le monde entier qui nous ont aidés pour pouvoir construire tout ce que vous voyez maintenant. Parce que nous, on avait dit, OK, on veut bien ramener ces animaux, mais on ne sait pas où les mettre. Donc aujourd'hui, voilà, Jack, c'est plus seulement une association qui s'occupe des chimpanzés, on s'occupe de toutes les espèces de primates. Et aujourd'hui, malgré nous, puisque nous, on n'achète pas les animaux, on ne cherche pas à avoir des singes,
On est là simplement en appui au ministère de l'Environnement et à l'Institut congolais pour la conservation de la nature en confisquant ces animaux qui sont détenus illégalement par des particuliers. Et c'est interdit par les lois en vigueur dans notre pays. Donc aujourd'hui, on a 14 espèces de singes différentes, 105 animaux aujourd'hui ici à Djak que vous allez découvrir avec moi. Alors ici derrière moi, vous avez les mangabés dorés. Donc ça, c'est un singe extraordinaire, très rare et endémique à la RDC. Donc ça veut dire que comme le bonobo ou le capi, il n'existe qu'au Congo. Mangabé doré, bon, vous avez compris pourquoi le nom, avec sa robe complètement jaune orangée, dorée. Et ces animaux, malheureusement, sont en train d'être massacrés. On les mange et on vend les bébés comme animaux de compagnie, alors que c'est totalement protégé. Alors, ils habitent au Kasaï, vers Lusambo, à l'extérieur du parc national de la Salonga. Donc, présentement, tous les animaux que vous avez ici ont été confisqués par les autorités et aucun de ces singes ne vit dans des aires protégées aujourd'hui. Donc, ils n'ont aucune protection. Et donc, si on ne fait rien, d'ici probablement 15 ans, peut-être plus tôt, ils auront totalement disparu de la RDC. Et comme ils n'existent que chez nous, s'ils disparaissent, ils disparaîtront pour toujours. Donc ici, notre mission, c'est de toujours confisquer ces animaux qui sont détenus par des gens, parce que c'est interdit. Et alors ici, on essaie de leur donner une deuxième chance. Ici, vous voyez, ils sont ensemble, et dans le but d'un jour, pouvoir les remettre dans leur milieu naturel, pour pouvoir repeupler les forêts dans lesquelles ils ont été malheureusement exterminés. Alors ici, il faut faire attention, ne pas se mettre trop près du grillage. Ça s'appelle le hocheur à nez blanc, le pin cacheté aussi on appelle. Alors lui, il vit très loin d'ici, il vit tout en haut de la RDC, frontière avec le Centrafrique. Et oui, tout en haut, plutôt à l'ouest. Et vous voyez, encore différent, son visage, avec son petit nez blanc. Alors elle, c'est Tara, c'est la femelle dominante, c'est elle qui nous cause des problèmes. Elle ne veut pas le mâle. Elle le mord sérieusement. Mais bon, on va y aller doucement, doucement. Tara! Tara! Attention ici, elle risque de vous attraper. Alors ça, c'est les ascagnes à nez blanc. Alors ça, c'est un mâle adulte qui était à Kinshasa pendant 12 ans dans une cage, tout seul, abandonné. Donc on l'a rapatrié ici. Et donc vous voyez maintenant, imaginez-vous ce singe, les gens l'avaient amené à une clinique à Kinshasa parce qu'il avait le bras cassé. Donc il était comme ça. Et ils ne sont jamais venus le chercher. Ils l'ont abandonné. Il est resté 12 ans tout seul. Et on l'a ramené il y a quelques mois. Et vous voyez aujourd'hui qu'il est dans un espace avec des arbres naturels. Et il est avec 3 femelles de son espèce. Donc il vit maintenant avec les siens. Et on espère qu'un jour, on pourra le remettre dans la forêt. Alors ça, c'est un peu notre devise. C'est la célèbre phrase qui a été dite par le docteur Jane Goodall. Chaque individu compte, chaque individu a un rôle à jouer, chaque individu fait une différence. Donc voilà, ça c'est vraiment notre devise, de sauver chaque vie animale à son importance. Parce que malheureusement, à l'allure où ces animaux disparaissent de leur milieu naturel, avec la forêt évidemment qui est détruite, il est important de protéger ces animaux pour les générations futures. Alors le petit bébé qui est là, il est arrivé il y a une semaine au sanctuaire en provenance du nord, de Kisangani. Donc voilà la bêtise qui est en train de se passer dans notre pays. Ces animaux vivent en groupe, parfois très importants, et les chasseurs vont aller tuer toute une famille pour attraper un petit bébé comme ça. Donc on va en moyenne tuer 8 individus pour capturer ce petit bébé-là. Et pourquoi faire? Parce qu'il y a des gens qui veulent absolument détenir ces animaux, qui veulent être propriétaires, entre guillemets, de ces animaux, parce que le seul propriétaire, c'est l'État congolais, en l'occurrence l'ICCN et le ministère de l'Environnement. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces animaux? Les gens s'amusent. Alors, quand c'est tout petit comme ça, c'est vrai que malheureusement, ils sont adorables, et c'est ça le gros problème. Mais ils grandissent très vite, et ils ont, une fois adultes, la force de 5 hommes. Donc ces animaux, une fois que vous les avez adultes chez vous à la maison, vous n'êtes plus chez vous à la maison,
et c'est un danger de mort. Et donc ça n'a aucun sens d'avoir ces bébés-là. En plus, ils sont totalement protégés par les lois en vigueur en RDC. Vous pouvez aller en prison pendant plusieurs décennies. Il y a des amendes très sérieuses. Et donc vous imaginez qu'à la vitesse où on les massacre, vous imaginez, on en tue 8 pour en attraper un. Bientôt, il n'y aura plus de chimpanzés, de bonobos ou de gorilles au Congo, alors que la RDC est le seul pays au monde, vous m'entendez bien, le seul pays au monde, où on a les 4 espèces de grands singes, le bonobo, le chimpanzé et les 2 gorilles, le gorille de montagne et le gorille de Grauerie et celui de plaine de l'Ouest aussi. Maman, les fritas et 3 tomates. Donnez-moi 2 portions, maman. Ah non, donnez-moi pour 500, j'ai que 500. Je suis née au Congo, je suis fière d'être congolaise. Je suis née à Lubumbashi. J'ai quitté le Congo à 5 ans et je reviens après 13 ans à Lubumbashi. Donc j'avais 18 ans. Et je retombe amoureuse de mon pays. Et c'est de là, de ce moment important de ma vie, que je me décide qu'un jour, j'aimerais faire des œuvres sociales dans mon pays. Malaika, c'est né sur une feuille de papier, c'était un rêve. Et nous avons vraiment construit Malaika étape par étape. Nous avons commencé par la construction d'un puits d'eau, parce qu'avant de construire un peu l'école, nous avons eu besoin d'eau, parce que c'est un endroit où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. La construction de l'école, avec un building, un puits d'eau, de 104 élèves. Et puis maintenant, nous avons 430 élèves. Elles commencent toutes à l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Nous offrons des cours gratuits. Point de vue musique, coding, art, mathématiques, anglais. Et tous ces cours sont gratuits. Les enfants arrivent de l'âge de 5 ans jusqu'à 18 ans. L'année prochaine, ce sera la première classe qui seront graduées. Elles ont des rêves. Elles veulent être journalistes, elles veulent être avocates, elles veulent être médecins, elles veulent être codeuses, elles veulent être software engineer, elles veulent être biologistes. Et c'est vraiment super. On accentue vraiment une qualité d'éducation où nos fils vont s'émanciper et vont être les leaders de demain. Kanebuka ou Malaika, en premier lieu, ça c'est clair. Je pense qu'il faut aller voir le musée de Lubumbashi. Je pense qu'il y a des parcs, il y a le zoo, il y a plein d'endroits à visiter qui sont super. Moi, je vais beaucoup dans les villages parce que j'ai besoin de connaître les problèmes, les solutions pour nos mamans, pour nos papas, pour nos jeunes. Donc, j'adore aller dans les villages, marcher vers les rivières, etc. On a construit plus de 27 puits d'eau, donc à travers chaque construction d'un puits d'eau, c'est là où je découvre encore un autre endroit dans le Katanga. Je pense qu'on peut vivre n'importe où dans le monde. De vivre au Congo, pour moi, le Congo ne dort jamais. On dit que New York, Londres, c'est des nuits qui ne dorment jamais. Le Congo, Lubumbashi, c'est des villes qui sont toujours en mouvement. Les gens travaillent tellement dur, tellement de respect pour nos mamans, nos papas, les jeunes. Ce sont des débrouillards. Et moi, j'habite ici, je viens 2 mois par an. 6 à 7 semaines en été et 1 à 2 semaines pendant l'année. Et j'adore venir au Congo. J'emmène mes enfants. J'ai 2 enfants, 8 ans et 12 ans. Et ils adorent venir ici. Ils adorent la culture, ils adorent la nourriture, ils mangent le foufou à la main. Ils adorent en fait cette chaleur humaine qui est partout en fait dans le Congo. Et la culture, la musique. Les gens ont très peu, mais ils vous offrent tellement et avec leur cœur. Voilà, ce n'était pas tout ce qu'on avait prévu de vous partager sur cette vidéo. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, le Congo c'est un royaume des cieux sur la terre. Merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine aventure.